On poursuit cette émission Le Monde en 7. C'est la deuxième partie. Nous allons maintenant parler du Togo. On va évoquer l'élection des 17 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'était le jeudi dernier. L'Assemblée nationale a procédé à l'élection des 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs nouvelles têtes font leur entrée donc au sein de cette institution qui est chargée d'organiser les élections au Togo, mais également d'anciennes têtes conservent leur fauteuil. On va en parler tout à l'heure, toujours avec mes trois invités, les honorables Sénat Ali Puis et Beau Soleil Obekou et Mamadou Diouf sur le plateau. Avec nous, Sénat Ali Puis, l'Assemblée nationale, je l'ai dit, c'était le jeudi, elle a procédé donc à l'élection des 17 membres de la CENI. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vote au niveau du Parlement qui s'est passé dans les meilleures conditions. Absolument. Avant tout propos, je tiens à féliciter l'ensemble des nouveaux élus et ceux qui ont été reconduits. C'est une mission difficile, c'est une mission importante que la nation leur confie, celle d'arbitrer les élections qui vont arriver. Et si ils sont issus de différents partis et de différentes sensibilités aujourd'hui, à partir du moment où ils sont élus, ils n'ont plus d'amis. Nous espérons qu'ils vont faire exécuter leur mission dans la neutralité, dans la stricte neutralité, et qu'ils vont atteindre les différents objectifs qui leur seront assignés par la nature du travail qu'ils font. Donc je tiens à les féliciter. Maintenant, pour revenir aux conditions de l'élection, elles se sont déroulées normalement. Toutes les sensibilités ont pu coopter quelqu'un qui fait partie des scrutateurs. Donc c'est un processus qui a nécessité la collaboration et l'implication de tout le monde. Et ça s'est très bien passé. L'élection s'est très bien passée, à notre satisfaction. Est-ce que le député indépendant est également satisfait? Oui, je suis satisfait pour d'avoir accompli cette mission, parce que ce n'est pas la première fois que au cours de depuis le début de la législation là, que nous votons, et conformément au règlement intérieur, le vote s'est passé dans de bonnes conditions, et il y a les partis ont désigné les scrutateurs, tout ça, et tout s'est passé dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas les 17 membres de la CENI sont élus. Ils vont prêter maintenant serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils vont commencer leur travail. Et leur objectif, c'est d'organiser les élections régionales que je crois vont avoir lieu en début de l'année prochaine. Oui, on parle du premier trimestre 2023. Donc, il faut d'abord que l'Assemblée nationale vienne de poser un pas, donc de lancer ce processus-là. Et je crois qu'on ne peut qu'être satisfait, d'autant plus que le vote s'est bien passé, et toutes les sensibilités telles que prévues par la concertation entre les partis politiques, ça a été respecté, cette règle a été respectée. 7 représentants de la majorité parlementaire, 7 représentants de l'opposition, donc 4 de l'opposition parlementaire et 3 de l'opposition extra-parlementaire, 2 de la société civile et un représentant de l'administration. Et tout a été respecté. Et voilà, il appartient maintenant à ces élus de pouvoir s'atteler à leur travail et surtout de le faire conformément au règlement de la CENI, et surtout de le faire bien, d'être neutre et de faire en sorte que les résultats qu'ils vont donner, tout ce qui va se passer... On va revenir tout à l'heure sur le fond même de leur travail, Mamadou Diouf. Généralement, l'élection des membres des CENI au Togo a toujours été j'ai envie de dire, le théâtre de vives tensions. Cette fois-ci, surprise, tout s'est bien passé. Vous l'avez noté également? Oui, on n'a pas senti une tension particulière au niveau de l'élection des membres de la CENI. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est un premier pas qui ressemble plus à une formalité. Mais après l'élection, les gens ont commencé à scruter qui est scrutateur
Et les critiques également ont commencé. Il y a une analyse qui se fait sur le fond pour voir est-ce que ce que l'honorable député vient de dire est respecté. Parce que quand on fait 7 et 7, c'est pour avoir un certain équilibre au niveau de l'institution. Et les gens ont commencé à scruter pour voir est-ce qu'effectivement on a une structure qui est équilibrée, qui pourra respecter ce juste milieu, où des gens vont pouvoir prendre la mesure de leurs responsabilités par rapport à l'organisation des élections. Et là, ça commence à tirer un peu dans tous les sens. Sénal, puis, alors quand on revient, je pense que Mamadou Diouf a posé ici une des critiques qu'on lit le plus, c'est par rapport à l'équilibre. Il y a 7, les partis qui sont représentés, je les cite, il y a UNIR, il y a l'UFC, il y a le NET, il y a le PDP, il y a la société civile, c'est pas un parti politique, et puis l'administration. Donc ça fait 7-7, société civile, administration. Est-ce que vous avez le sentiment d'un véritable équilibre? Et je vais peut-être dire des choses qui vont certainement vous... Peut-être, je ne sais pas si ça va vous fâcher, mais certains disent, quand on prend un parti comme UFC, qu'on considère comme de l'opposition, alors que ce parti est une béquille du pouvoir, on n'est pas dans l'équilibre. Bon, je pense que au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, le vrai problème, le problème le plus important pour les Togolais, quand ils se lèvent, c'est comment boucler leur budget à la fin de ce mois. C'est le problème de la vie chère. Bon, bien entendu, il y a dans le processus démocratique dans lequel nous sommes des gens qui sont éduqués à des niveaux différents. Il y a ceux qui comprennent un peu, il y a ceux qui comprennent bien, il y a ceux qui sont très intelligents et il y a ceux qui ne comprennent rien à rien. Bon, bien entendu, maintenant avec les nouvelles technologies qui sont là, tout le monde a droit à la parole, sans vérifier de la qualité de ce que tu veux dire, où il n'y a pas de censure. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a une confusion où tout le monde tire de gauche à droite et on ne sait plus qui est qui fait quoi. Nous sommes dans un pays qui est régi par des lois et c'est dans ce cadre-là, légal-là, que nous avons été aux élections et que nous avons été élus et que nous sommes chefs de file de l'opposition. Donc maintenant on vient nous dire que nous sommes une béquille, ça ce sont des opinions, ce sont des analyses, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et si on veut vraiment disséquer la question, revenons à la question de la CENI, nous venons de finir une élection, qui est de l'opposition et qui est du pouvoir? L'ANC est un parti de l'opposition. Oui, qui a un représentant. Mais comment ont-ils pu avoir un représentant s'ils n'ont pas eu le vote de la majorité des députés UNIR? Nous n'allons pas prendre ça et dire que maintenant l'ANC est une béquille du parti au pouvoir. Nous considérons que ça fait partie du jeu démocratique, que dans le processus de gouvernance partagée dont nous faisons la promotion dans le pays, il faut qu'il y ait toutes les sensibilités dans les institutions. Et que si pour cela, même le parti au pouvoir doit parfois voter pour des partis d'opposition pour leur permettre d'être représentés dans les institutions de la République, nous estimons que c'est sain. Nous n'allons pas commencer à leur tirer dessus ou à dire que oui, bon, celui-là c'est un poulet mâle, celui-là c'est un poulet femelle. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse régler les problèmes des Togolais. Que l'on soit du pouvoir ou de l'opposition, comme classe politique, nous sommes tous responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays. Et moi, quand je me réveille le matin, ce ne sont pas les insultes ou cette façon de loger quelqu'un dans une case qui me préoccupe. C'est dans 18 mois ou 24 mois, lorsque mon mandat sera terminé, qu'est-ce que nous aurons comme formation politique apportée aux populations et qui va justifier que nous retournions vers elles pour solliciter un nouveau mandat. Oui. Vous avez au niveau de la majorité présidentielle d'anciens partis d'opposition qui sont maintenant avec le pouvoir. Je parle du PDR, je crois. Pas du PDR comme parti politique, mais vous avez M. Lardja Kolani, qui a toujours été du PDR pendant près de 20 ans, qui a rejoint la majorité présidentielle. Il n'y a pas un crime. Il faut qu'on dédramatise la situation pour pouvoir régler les questions de fond. Si ça fait plaisir à certains de dire que nous sommes une béquille, bon, moi ça ne m'empêche pas de dormir.
qu'on me juge sur les résultats, qu'on nous juge sur les résultats. Mais est-ce que l'opposant que vous êtes, qui est, à mon avis, certainement intéressé par les joutes électorales à venir, vous êtes confiant quand vous avez ce niveau de répartition de la CENI? Je vais parler de la question d'équilibre. Ce sont eux qui vont organiser les élections. Vous êtes confiant? Non, nous organisons tous les élections. Et c'est la CENI fondamentalement. Oui, nous organisons tous les élections puisque nous y sommes représentés. Mais si vous suivez bien tout à l'heure, lorsque je félicitais les membres élus de la CENI, j'ai bien pris le soin de mentionner qu'ils viennent de différentes sensibilités politiques. Oui. Mais à partir du moment où nous les avons choisis pour conduire cette mission d'organisation, ils ne nous appartiennent plus. C'est une violence qu'ils doivent se faire pour comprendre que, j'ai été joueur au Real de Madrid, maintenant je suis arbitre. La fonction de joueur et la fonction d'arbitre n'est pas la même. Donc, bien entendu, ils gardent leur sensibilité, puisque le président de la CENI et les membres de la CENI eux aussi votent. Mais dans l'exercice de leur fonction, nous attendons une certaine impartialité, nous attendons qu'ils soient au-dessus de la mêlée et qu'ils arbitrent le jeu électoral qui va se faire. C'est tout. Ne faisons pas de ces divisions, des choses qui nous divisent, l'essentiel. Nous avons fait ça pendant 30 ans. Nous l'avons payé économiquement. Il n'y a personne qui gagne dans palabre. C'est-à-dire que quand on est là, il y a des tensions. Est-ce que je peux te faire confiance? Nous avons tous le même pays. C'est les mêmes souffrances. La vie chère nous frappe indistinctement. Quand M. Diouf va au marché ou M. Obekou va au marché, on ne lui demande pas de quelle sensibilité politique il est avant de lui fixer le prix des marchandises. Donc j'ai été un peu long, mais c'est pour dire que c'est sans importance pour moi. Bon, vous pouvez me classer comme vous voulez. Nous savons que nous sommes chefs de file de l'opposition. Notre rôle est de faire des propositions alternatives aux propositions du parti au pouvoir et de critiquer de façon constructive leur action. Si ça ne va pas, nous avons plusieurs canaux pour discuter avec eux. Nous ne sommes pas dans l'affichage, dans des postures de défiance ou de confrontation. Nous voulons faire progresser la situation. Beausoleil Obekou, qu'est-ce qui a joué à l'élection de ces membres-là? Il y en a qu'on connaît très bien. Est-ce que c'est plus leurs expériences en matière d'organisation d'élections ou plutôt des considérations politiques? Oui, je crois que tout est mélangé. Donc, il y a un mélange d'expérience et de compétences. N'oublions pas que c'est les partis qui ont désigné ces personnalités-là avant que l'Assemblée ne fasse l'élection de cette CENI. Et je crois que les partis qui ont désigné ces délégués connaissent bien ces représentants et qui sont aujourd'hui et qui font partie d'une institution neutre pour organiser ces élections-là. Donc, dans toute institution, moi je crois que ce soit l'Assemblée nationale, dans les autres institutions de la République, il y a quand même ce dosage d'expérience et de sang nouveau pour pouvoir mener à bien la mission. Donc, il y a les anciens et ceux qui ont déjà fait le travail. On ne peut pas quand même, dans cette institution comme la CENI, amener que de nouveaux. Peut-être que ça va poser problème. Ou peut-être aussi amener que des anciens. Donc je crois qu'il y a ce dosage-là et c'est ce que moi j'ai remarqué. Mais vous avez éludé l'autre volet de ma question. Le dosage politique aussi a joué. Oui, bien sûr, parce que la preuve est qu'au départ, on a parlé d'un nombre pour la sensibilité qui est à la majorité et parlementaire et la sensibilité de l'opposition. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un accent particulier qui a été mis sur les partis politiques qui ont quand même, n'oublions pas que c'est depuis 2007 que 2006 que cela a commencé avec l'APG, où on fixe cette parité-là entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Donc en parlant de partis d'opposition, bon, l'UFC est le chef de file de l'opposition. Il y a aussi le NET qui est là, il y a le PDP qui forme aussi un groupe parlementaire. Il y a aussi le MRC qui est aussi un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Mais moi, je dis souvent qu'au Togo, ceux qui ne veulent pas que les choses marchent comme il faut et usent de l'amalgame et de certaines
je peux dire, je ne veux pas prononcer le mot, mais je suis obligé de manipulation. Bon, on parle d'opposition. Et qu'est-ce qui diffère de chef de file de l'opposition quand l'UF actuel du chef de file de l'opposition que l'ANC a été entre les deux législatures là? Quelle est cette différence-là? Moi, je vois que la seule différence, c'est que quand il y a les décisions à prendre au niveau de l'Assemblée, les uns, les chefs de file passés, ils jouent la politique de la chaise vide. Mais actuellement, je ne fais que dire ce que je remarque. L'UFC, au lieu de jouer à la politique de la chaise vide, reste dans le Parlement pour négocier, pour demander des fois des suspensions, pour aller quand même avec la majorité et trouver un terrain d'entente pour faire évoluer le pays. Donc je crois que l'UFC use maintenant d'une autre stratégie pour pouvoir faire évoluer. Il appartient maintenant à l'opinion de voir si c'est la politique de la chaise vide à l'Assemblée nationale qui est plus payante ou bien c'est le fait de négocier. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Quand on parle d'opposition vraie et d'opposition béquille, quand vous prenez l'exemple de cette Assemblée, le vote qu'on a fait la fois passée, actuellement, avant, il y a de cela quelques années, c'était l'UFC. Après, il y a eu ce problème-là où on traite maintenant l'UFC de fausse opposition et que c'est l'ANC qui était l'opposition vraie. Bon, au jour d'aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qu'on ne parle plus de l'ANC comme opposition vraie. On traite aussi l'ANC maintenant, c'est entre eux et les opposants qui traitent aussi l'ANC maintenant de béquille de pouvoir. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quelle formation de l'opposition est l'opposition vraie? On va vous dire que c'est la dynamique Podro. Je crois. Moi, je fais une analyse et on va vous dire que c'est la dynamique Podro. Quel est le principal parti politique de la dynamique Podro? C'est le MPDD d'Agbeomé. Le MPDD d'Agbeomé siège à l'Assemblée nationale. Et il a même participé au vote la fois passée. On me parle de quelle opposition? Donc, vous savez que si je fais cette analyse, c'est pour amener les gens à être devant la réalité, pour dire que si aujourd'hui le MPDD, qui constitue le principal parti de la dynamique Podro, que les uns et les autres de l'opposition disent maintenant, ils parlent de cette dynamique-là comme la formation de l'opposition vraie, alors que ce parti de Agbeomé aussi a participé au vote de la CENI la fois passée. Je crois que les Togolais ne savent pas ces détails-là. Donc ça veut dire que parler d'opposition vraie et faux, et ça, ce n'est que la spéculation pour ajouter de la confusion dans les esprits des Togolais. Alors, Mamadou Diouf, on reste encore un moment sur la question même de la composition. Il y a aussi, au Togo en particulier, ce débat sur le positionnement de la société civile. Actuellement, on a 2 représentants de la société civile au sein de la CENI. Personnellement, leur mouvement, je ne connais pas. Agir pour l'humanité, ONG Nouvelle Élite. De la même manière qu'on trouve que l'opposition extra-parlementaire ou parlementaire béquille de tel, on trouve également que la société civile est plutôt une société civile alignée au Togo. Oui, en fait, pas seulement au Togo, c'est une des difficultés en Afrique, puisqu'on se retrouve actuellement avec 2 situations. Dans un premier temps, on avait vu dans la société civile des gens qui avaient choisi de ne pas être dans un parti politique. Pas de ne pas faire de la politique, parce que ce n'est pas dans les partis politiques seulement qu'on fait de la politique, il faut qu'on soit clair sur ça. Ils avaient choisi de ne pas être partisans. Finalement, ceux-là ont fini par rallier des partis politiques, ou bien après avoir eu une certaine assise pour avoir été un peu partout, il crée lui-même son propre parti politique. On voit l'inverse également. Des gens qu'on a connus dans des partis politiques, qui ont agi pour ces partis, qui après viennent se mettre au niveau de la société civile. Ça fait qu'effectivement, après, ça s'est fait ici une fois, quand il a fallu répartir les gens, on a dit société civile proche de l'État, société civile proche de l'opposition. Si on en arrive là-bas, c'est parce qu'effectivement, il se pose un problème aujourd'hui pour dire
qu'est-ce qui est société civile dans le sens où on l'entendait. Vous avez des gens même qui ne veulent plus parler de société civile, qui parlent de mouvement citoyen, mais quand vous allez dans les mouvements citoyens, vous retrouvez exactement la même chose. On a vu l'expérience du Burkina, où finalement, ceux qui se disaient mouvement citoyen également, on les a vus finalement de part et d'autres en fonction de leurs propres intérêts. Je crois que c'est une véritable difficulté, parce que quand on fait ce genre de composition où on cherche un équilibre, le principe c'est de prendre un peu partout. On ne peut pas prendre partout. C'est pourquoi on dit un peu partout, parce que tout le monde ne peut pas venir. Et à chaque fois qu'on fera une composition, quoi qu'on puisse penser, ça ouvre la porte à une critique dans un sens ou dans un autre. Parce que si on se met à regarder les personnes, ça ouvre une certaine critique. Moi, je crois qu'il faut dépasser les personnes, retourner à la raison d'être de la Syrie. Parce qu'on l'oublie un peu de plus en plus quand on parle d'équilibre. Il ne faut pas qu'on oublie que les CENI ont été imposés dans la plupart de nos pays par les conférences nationales. Imposés parce que les élections ne se faisaient pas de façon transparente dans l'essentiel de nos pays. Malheureusement, aujourd'hui, ce problème qui se posait au niveau du ministère de l'Intérieur, de l'administration de façon générale, qui organisait les élections, c'est ce problème qui a été transféré au niveau de la CENI. On a vu ce qui s'est passé avec le choix du premier responsable de la CENI à RDC. On a vu tout ce que ça créait comme enjeu, où ça a ramené ce problème. Non, il est trop proche du pouvoir, et s'il est trop proche du pouvoir, il ne va pas publier exactement les résultats. Si on reste en RDC, on a publié un résultat. Les religieux qui avaient observé les élections ont publié preuve à l'appui des résultats différents du résultat qui a été publié officiellement. Finalement, il y a de quoi également se reposer la question sur la CENI. Pas seulement regarder les personnes, mais le travail qui doit être fait. Parce qu'on n'oublie pas, l'honorable l'a dit tout à l'heure, des élections mal organisées nous ont suffisamment coûté cher pour qu'on n'aille plus vers des élections mal organisées, quel que soit le pays en Afrique. Et dans le contexte togolais en particulier, on a aussi un représentant de l'administration. Finalement, on se demande, dans un pays où beaucoup pensent qu'il y a une confusion entre l'administration et le parti au pouvoir, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est finalement à sa solde qui est encore là? En fait, ça revient à notre histoire politique. Pendant longtemps, c'est l'administration qui organisait. Bon, c'est vrai que dans notre histoire politique, on a eu des partis-États. C'est ce parti-État qui est à l'origine de cette confusion entre un administratif et un politique. Mais un administratif est un administratif, quel que soit par ailleurs son bord politique. Maintenant, est-ce qu'il a la hauteur qu'il faut? Est-ce qu'il a la responsabilité qu'il faut pour qu'en tant qu'administratif, qu'il sache que ici je suis un administratif, je ne suis pas le représentant d'un parti pour faire son travail? Ça pose un sérieux problème. C'est ça qui fait qu'après, dès que vous dites un administratif, on va essayer de chercher, est-ce qu'il n'est pas le cousin d'un tel, est-ce qu'il n'est pas sympathisant ou membre d'un tel parti. Mais la CENI ne peut pas organiser les élections sans l'État, parce qu'il faut qu'on clarifie également cette question-là. Et il devient l'œil de l'État, pour ne pas dire le représentant de l'État. L'État ici dans le sens le plus noble du terme, pas dans le sens d'un État parti qui est dans un parti ou autre. Le principe ne pose pas de problème, mais quel rôle il va jouer, c'est ça qui va poser problème. L'autre aspect, ça concerne directement l'Union des forces de changement. On aura le Sénat à l'IPUI. On a lu beaucoup de choses. Vous nous direz si elles sont vraies ou fausses. Il s'est trouvé qu'on a eu deux listes de l'UFC. Moi, je n'étais pas au Parlement le jeudi, donc vous me direz si c'est vrai ou faux. C'est ce que j'ai lu, qu'on a eu deux listes. Une liste envoyée par l'ancien ministre Elliot Ohin, qui est le vice-président du parti, et une autre liste qui serait la liste approuvée par le président. Quelle est la situation? Comment, pourquoi cette élection divise tant votre parti? On a coutume de dire que le linge sale se lave en famille. Donc, souffrez que je n'aille pas dans des détails. C'est des problèmes internes que nous allons régler en interne, en toute responsabilité. Ce que je peux dire, puisque nécessairement il faut situer l'opinion aussi, qui observe des dysfonctionnements, c'est que depuis la crise que nous avons connue en 2010, le groupe parlementaire, c'est-à-dire le groupe parlementaire du parti, conformément à l'article 41 de nos statuts,
parti relève directement et uniquement du président national. C'est-à-dire que nous ne rendons compte qu'à M. Olympio. C'est comme ça que nous sommes structurés. Donc ce n'est pas comme peut-être dans les autres partis où le bureau du parti peut donner des instructions. Quand le bureau a une position à faire valoir, il la transmet au président, qui est le président du bureau, qui nous donne les instructions directement pour éviter les scissions et les problèmes qu'il y a eu, les confusions qu'il y a eu. Et il n'y a pas eu deux listes du parti UFC, puisque le parti UFC a un président qui est M. Gilchrist Olympio, et M. Olympio a transmis au groupe parlementaire ses candidats à cette élection-là, selon la procédure parlementaire que le président du groupe a déposée. Tout le reste n'est que initiative personnelle, illégale. Je n'irai pas jusqu'à parler de frauduleux. Je vous ai dit qu'on lave le linge sale en famille, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste. Le parti a un président qui donne des instructions. Moi-même qui vous parle ici, il m'a transmis ces instructions au moins 4 fois. En septembre à Paris, en octobre à Accra, en novembre à Accra, et la dernière fois autour du 16 décembre à Accra. En fin janvier, lorsque l'appel a été lancé, lorsqu'on l'a recontacté, c'est les mêmes histoires. On a déjà donné. Donc, il n'y a pas de confusion du tout. Le président est là, il a donné des instructions et nous les avons exécutées. Le président du groupe parlementaire les a exécutées. L'Assemblée a fait son travail. Il n'y a pas une affaire de unir ou d'une main dans ces affaires. Tout ce que vous lisez dans la presse, nous sommes en crise. Il y a des gens qui payent les journalistes pour atteindre des objectifs politiques qui leur sont propres. On essaie de nous présenter comme deux camps, voulant prendre le contrôle du parti. Je le dis et je le redis ici publiquement et solennellement. Je n'étais pas candidat, je ne suis pas candidat et je ne serai pas candidat à la succession de M. Olympio. Donc je ne serai pas candidat à sa succession. C'est-à-dire que si aujourd'hui on touche du bois, il n'est plus là, ou qu'il décide de se retirer, dans le processus devant conduire à sa succession, je ne suis pas candidat pour le remplacer. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'un pays comme le Togo, où nous sommes en train de subir de plein fouet l'impact de la Covid, de la vie chère, il y a beaucoup de travail à faire dans le secteur privé. Et j'ai fait 20 ans de carrière en finance dans le secteur privé. Je peux être tout aussi utile dans ce secteur privé-là qu'à l'Assemblée, mais je n'ai pas ce genre d'ambition et ça ne m'intéresse même pas. Donc c'est pour ne pas permettre d'aborder les questions de fond que le débat est posé, est personnalisé en disant mais il y a X contre Y. Non. Je vous ai dit qu'on lave le linge sale en famille, donc je n'irai pas dans les détails. Mais nous avons un certain nombre de priorités qui découlent des statuts du parti que nous avons, qui sont continuer à redynamiser nos fédérations. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a fait le tour de tout le pays l'année passée, sur le terrain. Nous devons organiser un congrès, parce que ça fait 12 ans que nous n'avons pas organisé de congrès, alors que tous les 3 ans, nous devons organiser un congrès. Nous avons du financement que nous avons reçu, qui doit les cautions, tout ça, qui doivent retourner aux militants et qui sont bloqués par un groupe en totale illégalité qui opère vraiment pour déposer le président, si je peux aller jusqu'à ce point-là. Donc vraiment, tout cela c'est faux, ce n'est pas vrai. Je suis en mission, comme vous le savez, je suis conseiller spécial du président. Donc je n'ai pas un poste comme vice-président ou une fonction fixe. J'ai des missions spécifiques qui me sont assignées. Va, gère-moi ce dossier, viens me rendre compte, va, gère-moi ce dossier. C'est tout mon travail. Bon, si ce travail fait que je suis exposé parfois, ça donne l'impression que je prends l'ascendant sur les autres. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc je suis totalement comme ma chemise, blanc, innocent. Nous parlons quand même d'une situation qui met en jeu le deuxième vice-président du parti. On se l'entend bien. Oui. Je ne suis pas élu au Congrès pour être membre du bureau directeur de l'UFC. Dans la structure du parti, vous avez les membres du bureau qui sont élus et vous avez le président national qui peut en nommer un certain nombre à titre personnel qui viennent de son cabinet. Je suis dans le cabinet de M. Olympio en qualité de conseiller spécial et c'est pourquoi
je participe aux activités du bureau directeur. J'estime que les problèmes, le blocage institutionnel que nous avons qui est interne et qu'on va régler par un congrès, est le problème des gens qui ont été élus au congrès pour diriger ce parti. Donc c'est un problème probablement entre le deuxième vice-président, qui est seul, et ses pairs, qui sont une dizaine, et qui l'ont interpellé et qui vont le rappeler à l'ordre. Parce qu'en réalité, nous comme groupe parlementaire, le spectacle qu'il y a eu jeudi à l'Assemblée nous fait honte. Monsieur Olympio anime la vie politique ici depuis près de 40 ans, comme ses ambassadeurs à l'Assemblée. Nous devons protéger son image, nous devons protéger l'image de notre parti, et nous ne voulons pas être associés à des histoires qui dénotent une carence en formation académique et une méconnaissance des pratiques parlementaires. Mais est-ce que ça ne montre pas en même temps que Gilles-Christ Olympio ne contrôle plus? Il contrôle très bien le parti. Il n'y a vraiment pas de bris dans la chaîne de commandement. Je vous dis que pour cette élection pour à la le moment, CENI... Elliott Ouine n'est pas dans... Ce n'est pas sous contrôle. Bon. Si j'en crois... Comme vous poussez le bouchon, oui, et que je vous ai dit que je ne veux pas laver le linge sale en famille, je vais avoir recours peut-être à une sorte d'histoire fictive pour vous donner une idée de ce qui se passe. Vous connaissez bien le dicton qui dit que le chien du chef du village n'est pas le chef des chiens du village. À cela, moi, je vous ajoute aujourd'hui que le scénario dans lequel nous sommes, c'est que le chien du chef du village, pendant que le chef est en voyage ou il est parti au champ, annonce aux notables, donc ils ne sont pas des chiens mais des humains, qu'il est désormais le chef du village. Vous comprenez bien que les humains ne vont pas se laisser diriger par un chien. Donc je n'ai pas appelé de nom, mais c'est pour vous dire que nous avons une situation interne que nous allons gérer et nous avons une majorité écrasante. On ne veut pas faire de bruit, on ne veut pas se donner un spectacle. J'aurais pu ne pas venir expliquer cela aujourd'hui, puisque je suis vice-président de l'Assemblée, je ne veux pas me mettre dans des débats de bas étage comme ça. Mais je pense que, étant donné qu'une partie de la presse est payée pour m'attaquer et attaquer notre parti et salir l'image du président, comme son conseiller et son bras droit, je dois venir vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas garder le silence et aller me cacher comme si on était coupable de quelque chose. Nous sommes dans le droit, nous sommes en conformité avec nos statuts et tout le reste, ce n'est que du folklore. Bossola Yobekou, bon, c'est interne à l'UFC, mais en même temps, c'est un spectacle qu'on voit quelquefois dans les partis d'opposition. On a l'impression qu'au niveau de la majorité, on est beaucoup plus serein. Dans les partis d'opposition, quand vous voyez ce genre de choses arriver, quelle analyse vous en faites, vous? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ça là, le sérieux qui manque dans nos partis d'opposition, surtout les partis d'opposition au niveau du Togo, qui posent ces problèmes-là. Bon, je dois quand même clarifier certaines choses parce que après les élections, nous avons quand même, moi j'ai lu et j'ai entendu même des journalistes dire que il y a eu 2 listes à la séance plénière et qu'on aurait demandé une suspension pour aller régler ce problème. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que vous savez que pour l'élection là au niveau de la CENI, il y a eu un appel à candidature et les gens ont posé leur candidature. D'abord, ont déposé la candidature sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Et il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui doit examiner, voir la régularité de ces candidatures. Donc c'est à ce niveau qu'on a constaté les 2 listes. Donc officiellement, au niveau de la plénière, il n'y a pas eu qu'une seule liste. Il n'y a pas eu 2 listes. Donc c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a donné, avant d'entamer le processus, qui a donné le compte rendu à la plénière du travail qui a été fait en amont. Et comme toujours, certains journalistes sont allés dans tous les sens. Et le problème de l'UFC qui a été réglé là-bas. Oui, je pense qu'il y a le MRC. Le MRC aussi qui a déposé une liste. Mais pourquoi la liste du MRC a été rejetée et l'autre liste, entre guillemets, fictive de l'UFC a été rejetée? Tout simplement parce que, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est le président du groupe parlementaire qui dépose les listes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour les partis. Donc le MRC
n'est pas dans un groupe parlementaire. Il n'a pas de président de groupe parlementaire. Donc je crois que l'autre liste aussi, c'est celui qui l'a déposé. Ça va de soi. Du groupe parlementaire. Donc ça veut dire que c'est en amont que ça a été réglé. Donc ce qui avait annoncé, moi-même j'ai attendu sur les antennes que c'est à cause de ça qu'on a demandé une suspension alors que les journalistes suivaient bien. Donc je dis que si l'honorable Alipu dit entre guillemets qu'il y a des gens peut-être qui ont été payés pour dire des contre-vérités. Et voilà, alors qu'ils étaient là dans la salle, on n'a pas demandé la suspension pour aller régler le problème de l'UFC. Alors que c'est ce qui a été dit sur les réseaux et même sur certaines antennes que moi-même j'ai eu à écouter. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule liste qui est arrivée. Avec les bulletins de vote ont été édités avant d'arriver et on n'a pas eu de liste au niveau de la séance plénière. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que nos partis, il faut quand même qu'il y ait du sérieux. Ça s'est passé comme ça ne m'étonne pas. Donc que pour quelqu'un qui est observateur de la vie politique depuis l'entame de ce processus de démocratisation de notre pays, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, même pire que ça. Donc, il faut appeler les uns les autres à quand même être sérieux dans le parti. Et aussi, la conquête du pouvoir ou la victoire au niveau des élections fait partie aussi du sérieux qu'on met dans le parti. Et aussi, vous venez de le dire, au niveau du parti au pouvoir, il y a quand même... de la sérénité. Mais comparativement aux partis d'opposition qui aspirent que c'est eux qui cherchent le pouvoir, ils doivent normalement être les plus sérieux. Donc voilà, ça se passe comme ça et je ne vais pas, si vous m'accordez quelques minutes, pour dire par rapport à ce qui se dit chaque fois que tel est de la vraie opposition, telle est de la fausse opposition. Depuis 1990, qu'est-ce que ça a apporté à l'opposition? Ça n'a fait qu'affaiblir cette opposition et il faut quand même que les gens dépassent cette manière de faire là pour faire face aux réels problèmes du pays et mettre en place de vraies stratégies pour pouvoir gagner les élections. En tout cas, nous, au niveau de New World TV, nous ne faisons pas dans les rumeurs. On appelle les acteurs pour comprendre de quoi il en est. Et on est heureux d'accueillir donc l'honorable qui nous a éclairé. On sera aussi heureux d'accueillir l'autre camp pour nourrir le débat éventuellement. Mamadou Diouf, pour vous, ce genre de situation, c'est des choses peut-être qui peuvent arriver dans les formations politiques. Elles ne sont pas, j'ai envie de dire, particulières au Togo. Non, c'est très loin d'être particulier au Togo. C'est quelque chose de normal également. Il y a une seule chose qui pose problème, c'est que quand ça va jusqu'à entamer la crédibilité du parti politique. Dans un parti, il est normal que quand on veut choisir des représentants, qu'il y ait une discussion à l'intérieur du parti. Tout comme il est normal qu'on ne s'entende pas sur qui va aller, qui ne va pas aller. Oui. Mais à partir du moment où, en respectant le mode de prise de décision du parti, parce que ça aussi, il faut le dire, les partis ont des textes, et souvent les partis réclament que les textes de l'État soient respectés, alors qu'eux-mêmes, il leur arrive de ne pas respecter leur propre texte. À partir du moment où le mode de prise de décision a été respecté, mais la décision officielle qui sort disant voici les représentants du parti, elle ne doit plus être contestée. Mais malheureusement, regardez nos partis politiques aujourd'hui. Les gens, ils sont plus pour des intérêts que pour autre chose. C'est pourquoi quand il y a des postes avec des intérêts, c'est en ce moment que vous entendez du bruit. La deuxième chose, dans combien de partis il existe aujourd'hui l'école du parti? Les partis qui en ont, quels sont les partis où l'école du parti fonctionne? Mais quand un parti n'a pas d'école du parti, mais son militant, celui qu'on appelle militant du parti, mais il est le même que celui qu'on rencontre dans la rue qui n'est jamais rentré dans un parti politique et qui n'a jamais eu de formation politique. Ce n'est pas seulement les militaires qui sont dangereux quand ils n'ont pas de formation politique, comme disait Thomas Sankara, mais tout citoyen qui n'a pas de formation politique devient dangereux quand on le met dans une situation de conquête du pouvoir. Il doit apprendre un certain nombre de règles. Et comme on le dit, la démocratie à l'échelle nationale, on l'apprend d'abord à l'intérieur du parti.
Et c'est ça qui doit permettre à cette personne qui a déjà vécu des contradictions avec des gens qui sont avec lui, pas contre lui, des discussions très fortes sur un certain nombre de questions, de savoir que maintenant, si dans votre parti où vous dites que vous êtes ensemble, on peut discuter de la sorte, sur cette chose nationale, où tu vas retrouver d'autres personnes appartenant à d'autres partis, mais c'est les mêmes règles qui doivent être appliquées, c'est les mêmes principes qui doivent être appliqués. En ce moment, des gens seront désignés, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais la règle étant respectée, on peut continuer à cheminer tranquillement et surtout dans la paix. La mission fondamentale de la CENI, on le sait, c'est d'organiser les élections. Donc ces 17, ce sont eux qui vont organiser les prochaines élections régionales. On ne sait pas si les législatives de 2023 aussi vont entrer en jeu. J'ai envie de vous demander, vous avez commencé par le dire dès le début aussi, qu'est-ce que vous attendez d'eux par rapport à ces futures élections? Lors des discussions que nous avons eues au cours de la concertation nationale entre acteurs politiques que nous avons eu l'honneur et le privilège de co-présider, nous avons eu d'âpres discussions sur la composition de la CENI. Et un des sujets importants sur lesquels nous avons décidé de nous repencher, c'était la mise en place d'une CENI technique qui donc serait dépolitisée. Donc c'est des débats que nous aurons. Entre-temps, cette CENI que nous venons de mettre en place et qui est le fruit d'un consensus, nous attendons d'elle qu'elle fasse son travail en toute impartialité et aussi peut-être qu'elle communique plus. Parce que dans certains milieux, vous savez avec la presse que nous avons, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être soutenue et d'être formée, la CENI n'a pas nécessairement la meilleure image dans certains milieux, pas partout. Elle gagnerait à communiquer davantage pour que les gens comprennent les mécanismes qui sous-tendent la CENI. Et M. Diouf parlait tout à l'heure de formation pour les partis politiques. Ça manque. Ça manque cruellement. Vous voyez, le problème est que lorsque vous avez des fonds pour faire un travail politique et que ces fonds sont bloqués, pour ne pas dire détournés à d'autres fins, vous n'avez plus ces fonds-là pour former des militants. Nous avons fait une tournée dans tout le pays à nos propres frais parce qu'on n'a pas accès aux fonds du parti. On l'a fait, mais ensuite il faut retourner, former les gens. C'est quoi être dans un bureau de vote? Qu'est-ce que tu fais quand il y a un problème? Quels sont tes droits, mais quels sont aussi tes devoirs? C'est un travail continu. Nous avons 5 élections qui arrivent. Nous avons les régionales, nous avons les sénatoriales, c'est-à-dire que qui vont en découler. Nous avons les législatives, nous avons la présidentielle et nous avons les locales. Donc nous avons vraiment beaucoup de travail à faire. Et cette CENI-là, qui va subir des modifications éventuellement, naturellement, va jouer un rôle clé dans le climat d'apaisement qui doit continuer. Parce qu'une fois que le processus est transparent, tout le monde a son œil dedans, et que le résultat, quand on le voit, est de moins en moins contestable, tout le monde retourne à ses affaires le plus tranquillement possible. Donc la CENI aura un rôle clé à jouer, et comme je le disais au début, nous attendons d'eux beaucoup d'impartialité. Ils sont issus des partis politiques, mais nous attendons que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils jouent un rôle d'arbitre, sans parti pris. Donc c'est essentiellement cela. Et dernière chose, détail important, lorsque vous me parliez tout à l'heure de nos histoires de listes, il était impossible que nous ayons une liste que je puisse avoir confectionnée. Parce que vous savez que Maître Homao et M. Lokadi étaient à la CENI avant que je n'arrive même au Togo. Oui. Donc il est impossible que j'ai fait des magouilles pour les y ramener. Ils y ont toujours été. Donc bon, on clôt ce sujet-là. D'accord. Oui. Professionnalisme, impartialité, c'est ce qu'on peut souhaiter à cette CENI. Oui, effectivement. Ils doivent faire preuve, les membres doivent faire preuve de professionnalisme, d'impartialité. C'est la moindre chose qu'on souhaite pour une institution de cette envergure-là. Et bon, nous savons que ça serait très difficile. Ils sont issus des sensibilités. Oui. Ça serait très difficile, mais étant donné qu'ils sont appelés à arbitrer les élections, ils doivent quand même se surpasser. Ils doivent avoir des formations. Et je crois que il leur appartient à eux-mêmes, ils auront des formations, ils ont toutes les règles qui régissent cette institution. Oui, donc il appartient à eux, en tant que personne, de pouvoir mettre tout en œuvre
pour faire le travail que la nation attend d'eux. Attendez, d'accord. Est-ce que dans une configuration, ce sera ma dernière question, dans une configuration de CENI politique, on peut en attendre de l'impartialité? Mamadou Diouf. Ben, on peut attendre de l'impartialité, c'est comme l'a dit Honorable tout à l'heure, que les gens prennent leurs responsabilités. Puisque, je l'ai dit, on sait d'où viennent ces CENI. Ces CENI ont une raison d'être, c'est de pouvoir avoir des élections transparentes. Et tant que nous n'aurons pas des élections transparentes, nous n'aurons pas des élections apaisées. Il ne faut pas qu'on inverse les choses. Mais si les gens prennent leurs responsabilités, travailler à ce que l'élection soit une élection transparente, la CENI va pouvoir obtenir à nouveau sa crédibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de crédibilité au niveau des CENI de façon générale, parce que dans le choix des personnes, dans un travail qui a été fait par rapport à des élections, les gens finissent par se demander est-ce que la CENI a sa raison d'être aujourd'hui, puisqu'on est en train de retourner à l'ancienne méthode avec la CENI, alors que l'ancienne méthode, il n'y avait pas la CENI à l'époque. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. Je m'en voudrais de finir sans lire le commentaire d'un téléspectateur qui nous suit depuis l'intérieur du pays, et Sofa Dikenou. Il réagissait quand on parlait de la composition. La problématique numérique de la CENI est un faux argument brandi par l'opposition. En 2018, sous l'égide de la CEDEAO, la C14 avait obtenu 8 membres, mais on a décliné l'offre. Subitement, en 2019, l'ADI et le CAR sont allés négocier 2 places à la même CENI. Au Togo, la contestation des élections législatives et locales, on ne conteste pas les résultats sortis des urnes, mais on incrimine le découpage électoral. Mais aux élections présidentielles, on incrimine la CENI. L'opposition togolaise doit faire un travail de terrain pour se refaire une santé politique. En 1994, le CAR et l'UTD, écrit-il, ont gagné les législatives organisées par le ministère de l'Intérieur, avec comme ministre Agbeome Kodjo, trésorier du RPT d'alors. Beau rappel historique. Merci beaucoup Mamadou Diouf. Merci Beau Soleil Obekou. Merci Sénat Lipui d'être passé animer cette émission du Monde en 7 avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À samedi prochain.